Avec cette vidéo, tu effectues une balade sur 1000 années de Moyen-Âge en Lorraine. Tu découvres comment s'est constitué le territoire, qui a pris les commandes, quels châteaux forts ont été bâtis et à quoi ils ressemblent, avec quelles armes sont menés les combats. Tu prends connaissance de l'évolution des 4 préfectures lorraines et bien d'autres aspects à apprécier. À titre indicatif, voici le sommaire pour une vidéo extrêmement fournie. Le peuple des Francs, déjà installé au nord en Austrasie, réussit à s'étendre. Clovis conquiert la Neustrie et l'Aquitaine, ses descendants se partagent son royaume. Metz devient capitale d'un royaume pendant plus de 2 siècles. Par simplification, appelons-le l'Austrasie. Les conquêtes se poursuivent, notamment à l'est et au sud de l'Austrasie, Souabe et Bourgogne. Parmi les traces mérovingiennes, citons Sigebert III, fils de Dagobert Ier, roi d'Austrasie au 7e siècle, appelé aussi Saint Sigisbert. Saint patron de la ville de Nancy, la mémoire de Sigisbert est conservée à la cathédrale Notre-Dame. Vieillir en tant que roi est un exploit. En 1 siècle, 7 rois et une reine sont assassinés. Sigebert Ier, assassiné avec ce genre de grand couteau, est l'un des premiers. Et en Lorraine, la légende de la reine Brunehaut, ou Brunhild, assassinée attachée à un cheval, est très connue. La période mérovingienne connaît la montée en puissance des évêques de Metz, Toul et Verdun, avec ces cathédrales qui émergeront quelques siècles plus tard. Les vestiges mérovingiens sont principalement religieux, sans oublier le graouli de Metz, animal mythique chassé par le premier évêque Clément.
Charlemagne réunifie les territoires en un seul royaume. Il étend ses possessions. Mais par héritage, le royaume est divisé, puis redivisé. La Lotharingie, partie allant des Pays-Bas jusqu'au Jura, ne résiste pas à la convoitise des voisins. En définitive, le territoire lorrain, parti de la Lotharingie, entre dans le giron de l'Empire germanique pour une durée variant de 7 à 9 siècles, selon le lieu. Peu de constructions ont traversé les siècles. On sait que Charlemagne a installé un palais à Thionville, où il a séjourné, mais il ne reste aucune trace. Les 3 évêchés disposent de privilèges et n'entrent pas dans le partage de la Haute-Lotharingie. Les ducs de Bar assurent leur expansion en récupérant plusieurs comtés, Briey, Mousson, Longwy. Quand en 1047 le duché de Lorraine est créé, le duc de Lorraine n'a autorité que sur une partie de la Haute-Lotharingie. Le roi de France fait pression à l'ouest et progresse, notamment crée le Barrois mouvant. Les ducs de Lorraine accroissent régulièrement leurs possessions, par achat ou par mariage, avec la famille de Bar ou la famille de Vaudémont. Il s'intéresse à Metz et ses possessions, enclavées dans son territoire. La Haute-Lotharingie, hors évêché, est conduite par la famille dite Maison de Bar, puis, en l'absence de succession, la Maison de Verdun. Cette dernière entre en conflit avec l'empereur de Germanie. C'est Adalbert, premier duc de Lorraine, puis Gérard d'Alsace, tous deux fils du comte de Metz, qui prennent les commandes de la Haute-Lotharingie recomposée et appelée duché de Lorraine. La famille ou Maison de Lorraine conserve son titre et droit au duché pendant 7 siècles. Le duché fusionne avec le duché de Bar par mariage, et les 2 contestations de succession par les comtes de Vaudémont, appartenant à la même lignée familiale, sont réglées par plusieurs mariages entre les 2 familles. Cependant, pas à pas, les rois de France vont conquérir les territoires lorrains, mais ceci est une autre histoire à découvrir lors de la période des temps modernes. Les villes dotées de remparts sont nombreuses. Seulement quelques-unes ont conservé des vestiges. Généralement, les dirigeants ou les habitants décident la démolition pour permettre l'extension de leur ville lors des siècles plus récents. Nous allons découvrir des remparts partiels à Liverdun, Bar-le-Duc, Verdun, Sierck, puis des longs remparts conservés à Rodemack et à Metz. Bar-le-Duc dispose de remparts autour du château, mais également autour de la ville haute et de la ville basse. Louis XIV a fait démolir les remparts. Il autorise de conserver le château Renaissance, qui avait remplacé le château fort disparu. Verdun, ville paisible installée en bord de la Meuse, dispose de remparts dès le IIIe siècle. Elle est une ville prospère et connaît son âge d'or au XIIe et XIIIe siècle. Devenue ville libre d'empire sous l'autorité directe de l'empereur, elle renforce sa protection par le grand rempart, nouvelle enceinte fortifiée dont fait partie la porte-chaussée. Sierck-les-Bains
est connue pour la présence d'un château acquis par les ducs de Lorraine au milieu du XIe siècle. La cité, implantée au pied de la colline, est alors protégée par une longue rangée de maisons et par un long rempart du XIIIe siècle, à ne pas confondre avec le rempart actuel du château. La vieille porte, présentée ici, en est l'illustration. Peu de fortifications médiévales sont visibles dans leur quasi-intégralité. On connaît les remparts d'Avignon, ceux réputés de Carcassonne. En Lorraine, intéressons-nous à deux cités, Rodemack et Metz. Rodemack nous livre un rempart du XIIIe siècle sur une longueur de plus de 700 mètres. On peut avoir un aperçu historique lors de la fête médiévale qui se déroule chaque année à la fin du mois de juin. Le plus long rempart conservé se trouve à Metz. La particularité de ce rempart est que chaque tour ou porte était entretenue par une corporation de la ville. À l'origine, le château est une construction militaire pour la défense et le contrôle d'un territoire, d'où son appellation de château fort. Il est construit avec des murailles et des tours, et il dispose d'au moins une porte d'accès et d'un donjon. Les châteaux lorrains ne résistent pas au temps, et encore moins aux sièges et assauts. Ce sont les rois de France Louis XIII et Louis XIV qui font disparaître le plus grand nombre de châteaux médiévaux pour effacer toute possibilité de résistance à venir. La plupart des châteaux forts ont été construits entre le XIIe et le XIVe siècle. De 25 fortifications avant l'an 1000, on passe à 100 châteaux vers l'an 1200. Ce château est présenté en premier car il est le seul habitable en Lorraine dont l'apparence actuelle est la plus proche de son origine. C'est un château local qui a connu peu d'aménagements, hormis quelques touches du XVIIIe siècle, comme cette grille dessinée par Jean Lamour. Lors de la visite, vous apprendrez qu'il aurait joué un rôle dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Et vous verrez que les multiples sous-sols ne faisaient pas office de cave à vin. Dommage. Au sud, à proximité des Vosges, les ruines du château d'Épinal dominent la ville. Construit par l'évêque de Metz en tant que résidence secondaire, il est détruit par les troupes de Louis XIV. À Châtel-sur-Moselle, un château construit vers 1100 est agrandi lors des siècles suivants. Mais en 1671, l'armée de Louis XIV assure la destruction de ce site de défense.
Sur la colline de Vaudémont, face à la colline de Sion, le château continue-t-il de brûler depuis le Moyen-Âge ? Le château, résidence du comte de Vaudémont, puissant seigneur issu de la famille des premiers ducs de Lorraine, devient une puissante forteresse, ce qui conduit à la démolition des murailles sur ordre du roi de France Louis XIII durant ses conquêtes. Le château d'Arouet est l'un des plus beaux châteaux de Lorraine. Il illustre ce que peut être la métamorphose d'un château fort. D'ailleurs, il ne reste rien du Moyen-Âge, hormis le lieu et les fossés. Un château Renaissance a remplacé le château fort, puis seuls sont restés les 4 tours qui encadrent une architecture du XVIIIe siècle. Une vidéo lui est dédiée, il te suffit de cliquer en haut à droite. Ce château fort du XIVe siècle, au sud de la Meuse près de Vaucouleurs, devient un domaine rattaché à la France dès le milieu du XIVe siècle. Entouré de douves, il dispose de 4 tours d'angle. La façade principale présente ce donjon en très bon état, décoré et doté de la porte d'entrée. Entre Lunéville et Saint-Dié-des-Vosges, on découvre les ruines d'un château fort sur un sommet rocheux dominant le lac de Pierre Percé, créé au XXe siècle. Décidé par le premier duc de Lorraine, le château est doté d'un puits remarquable pour l'époque, obtenu par le creusement de la roche sur 33 mètres de hauteur pour plus de 2 mètres de diamètre. De là vient le nom de Pierre Percé. Le siège par les troupes de Louis XIII ont ruiné ce château. Le château de Vic est décidé par l'évêque de Metz. Le château s'étend, mais guerre et incendie l'abîment. Il subsiste la porte aux 2 tours et certains murs épais. Quand les bourgeois messins écartent l'évêque au milieu du XIIIe siècle, la ville de Vic-sur-Seille devient le siège de l'évêché de Metz. Halte au sud de Falsbourg, à 40 km de Strasbourg. Présence des Vosges oblige, le château de Lutzelbourg est construit en grès rose. Le château est assiégé au XVIe siècle par un comte palatin du Rhin qui ordonne le démantèlement. Le duc de Lorraine Charles III achète le comté et l'incorpore au duché de Lorraine. Moselle-Est, au nord du massif des Vosges, nous trouvons une série de châteaux perchés sur des éperons rocheux, châteaux habillés de grès rose. Falkenstein est le château le plus à l'est de Lorraine. Comme un paquebot long de 120 mètres, le château de Falkenstein flotte au-dessus de la forêt de sapins. Un incendie le détruit au XVIe siècle, il est définitivement démantelé sur ordre de Louis XIV. Le fief de Falkenstein rentre dans le giron du duc de Lorraine au tout début du XVIIe siècle, tout comme l'ensemble du comté de Bitche. Protection du duché de Lorraine à l'est,
le château est ensuite partagé entre plusieurs familles. La forteresse est démantelée par les troupes de Louis XIII. À 5 km des deux précédents, ce château marquait la limite entre l'évêché de Metz et celui de Strasbourg dont il dépendait. Il est détruit au XIVe siècle. On reconnaît Forbach par cette tour octogonale perchée sur la colline dominant la ville. Un château fort occupe le lieu au XIIe et XIIIe siècle, démantelé sur ordre de Louis XIII. La tour est construite en 1891 à la place d'une ancienne tour d'angle. Le château de Fléville, situé à 6 km au sud de Nancy, conserve cette tour féodale et les fossés de sa naissance médiévale. Une large touche Renaissance l'a métamorphosé au XVIe siècle. On dit que le château a été inspiré par le château de la Loire d'Azel-Rideau. Pour en savoir plus, tu peux cliquer en haut à droite. À l'origine, une forteresse est construite au XIe siècle. 2 siècles plus tard, cette possession des évêques de Metz est complétée par un château. Le château fort du Xe siècle, voulu par l'évêque de Vernin, évolue en forteresse au fil des siècles d'assaut avant d'être désarmé par Louis XIV. De nos jours, il contient des appartements et on le découvre imbriqué avec des maisons récentes. La présence d'un château dès le Xe siècle tient à la position stratégique permettant le contrôle du trafic commercial sur l'unique passage de la Moselle à Pont-à-Mousson. Possession des comtes de Bar, il termine, comme beaucoup d'autres, démoli sur ordre de Louis XIII. Le château fort de Prégny, décidé par Gérard d'Alsace, second duc du tout récent duché de Lorraine, fait face au territoire de l'évêque de Metz. Assiégé plusieurs fois, il est reconstruit pour mieux résister et devient imprenable jusqu'au développement de l'artillerie. Louis XIII, encore lui, ordonne son démantèlement. Mais que fait ce château dans la liste du Moyen-Âge ? Croyez-le, un château fort occupe le site au XIIe siècle. Une restauration radicale au XIXe siècle lui donne cette allure moderne. Ce château fort du XIVe siècle a pris racine près de Jarny. Pillé au XVIIe siècle, il conserve des traces d'origine, notamment par la porte d'entrée au domaine. Allons vers le nord. Là, dans cette sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle, nous avons l'exemple d'un ancien château médiéval qui n'apparaît plus comme tel car il est de taille modeste. Il ne présente pas des tours impressionnantes. À plusieurs reprises incendiée, ravagée, occupée, la forteresse est démantelée sous Louis XIV. Le seigneur de Volcrange, qui a pris une grande importance sur les territoires au nord de Thionville, fait construire un petit château au XIIIe siècle, visible ici à gauche sur cette vue. En ruine, le logis est restauré au XVIe et XVIIe siècle.
XVIIIe et XIXe siècle, le vieux château est complété par des écuries, un pigeonnier et un nouveau logis. Sur un fief appartenant au comte de Luxembourg se dressent deux châteaux accolés, le brun à gauche et le blanc au centre sur cette vue. Le château féodal est construit vers le XIe siècle. Il a gardé son caractère féodal avec son donjon, les tours rondes massives en pierre. On a déjà vu le rempart médiéval de la ville. Ici, il s'agit du château féodal, décidé par le premier seigneur de Volcrange fin du XIIe siècle, et de ses murailles renforcées au XVe siècle. Tout au nord de la Lorraine, proche de Serre-Clément, se dresse le château de Malbrouck à Mandronne. Ce château est totalement dans le style féodal. Contrairement au seul château d'origine conservé, à Jaulny, ce château est le résultat d'une vaste et coûteuse restauration des années 90. Le château est construit en 1434 à l'initiative d'Arnold VI de Sierck, vassal du duc de Lorraine, alors seigneur et gérant du château de Serre-Clément. Attardons-nous au château de Serre-Clément, propriété des ducs de Lorraine qui y séjournent fréquemment. Assiégé par les Bourguignons de Charles le Téméraire et à 2 reprises par les troupes françaises au XVIIe siècle, il subit des transformations importantes. Ses défenses sont démantelées sous Louis XIV, puis il est renforcé en citadelle début du XVIIIe siècle pour protéger le nord de la Lorraine proche de la frontière germanique. Le site garde peu de traces du château médiéval, mais en visitant, on est impressionné par ses remparts et par les armes caractéristiques de l'époque. Thionville est une cité appréciée par l'empereur Charlemagne, puis son fils Louis le Pieux. Un palais y est construit. C'est là que décède Hildegarde, l'épouse de Charlemagne, dont le corps sera inhumé à Metz. La ville ne garde pas trace du palais impérial. Au XIe siècle, un nouveau château est construit quand Thionville passe sous la domination des comtes de Luxembourg. La tour Opus marque cette période. Ce qui la démarque est sa construction avec 14 côtés. Cela s'appelle un tétradécagone. Seuls 3 édifices à 4 côtés sont construits en Lorraine au Moyen Âge. La tour Opus abrite dans ses salles une riche collection médiévale d'objets, sculptures et tombeaux témoins du passé de la ville.
La maison forte est une maison qui imite un château avec une salle et une ou plusieurs tours, construites pour résister à l'assaut de pillards ou d'une petite troupe. Beaucoup de villages ne possédant pas de château se sont dotés de maisons fortifiées. À l'extrême nord du département de la Meuse, à Mont-Devant-Sacé, se dresse l'étonnante église, démarrée en style roman, complétée par les styles gothique et Renaissance plus récents. On dit que la cathédrale de Verdun et celle de Trèves ont inspiré son architecture. Aulé, un petit village entre Verdun et Metz, possède une église qui a traversé les siècles en conservant le style roman d'origine. Metz nous livre deux édifices marqués par le style roman, Saint-Pierre-aux-Nonains et la chapelle aux Templiers. Poursuivons la présentation du style roman avec une église dont il ne reste que la tour-clocher. À Fourville, à 20 km au sud de Nancy et Lunéville, nous avons un nouvel exemple de l'art roman. Dans le village de Pompierre, à une dizaine de kilomètres au sud de Neufchâteau, nous découvrons cette église récente à laquelle a été associé le portail de l'ancienne église. Le portail est considéré comme l'une des plus belles sculptures romanes de Lorraine.
L'église Notre-Dame à Bar-le-Duc est un bon exemple montrant que le style gothique est venu s'associer au style roman. L'association roman et gothique est tout aussi frappante dans la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. On situe le premier élan gothique de Lorraine à Gorze, à proximité de Metz. Nous savons déjà que la Lorraine disposait de 3 évêchés toutes puissantes au Moyen-Âge, Metz, Toul et Verdun. À Metz, une cathédrale occupe le lieu au XIe siècle, mais elle est totalement reconstruite en style gothique. La reconstruction menée en 2 campagnes dure 250 ans. La cathédrale de Metz, tout comme celle de Toul reconstruite à la même période, vient de fêter ses 800 ans d'âge. La cathédrale de Toul a opté pour le style gothique comme à Metz. L'évêque de Verdun est puissant comme ceux de Metz et Toul. Disposant de privilèges renforcés, il a l'autorité sur la ville et les vastes terres. Les oppositions et luttes régulières des seigneurs ou des bourgeois contre la puissance des évêques n'empêcheront pas ces derniers de conserver le contrôle sur la cité durant des siècles.
La Lorraine médiévale possède les 3 diocèses de Metz, Toul et Verdun. Les ducs de Lorraine vont œuvrer pour faire de Nancy un évêché, mais pour des raisons politiques, c'est seulement après le rattachement du duché à la France que Nancy obtient le statut de diocèse. La basilique devient cathédrale. Dans le même temps, comme une partie des Vosges dépend du diocèse de Strasbourg, Saint-Dié-des-Vosges obtient l'implantation d'un diocèse. La basilique devient cathédrale. Dévasté lors des invasions du Ve siècle, le village de Bar-le-Duc renaît à l'époque mérovingienne par la création du bourg. Mais le véritable élan est donné par Frédéric Ier, comte de Bar, duc de Haute-Lotharingie, quand il fait bâtir un château fort. Un château Renaissance viendra le remplacer. Devenu le lieu de la cour du comté, Bar-le-Duc prend de l'expansion. La ville haute tout d'abord se développe au XIIIe siècle, puis la ville basse, une extension du bourg réalisée derrière des nouveaux remparts. L'apogée de Bar-le-Duc s'étale du XVe au XVIe siècle. Les édifices de la ville prennent la couleur de la Renaissance, mais ceci n'est plus le Moyen-Âge. Épinal est fondé au Xe siècle par l'évêque de Metz. Il y bâtit un château pour protéger ses terres d'attaques venant du sud, et un monastère avec l'église lui est associé. L'église transformée plus tard devient la basilique Saint-Maurice. Épinal reste une terre de l'évêché de Metz, jusqu'à ce que les villageois préfèrent la protection du roi de France au XVe siècle. Cependant, très vite, le roi de France cède la ville au duc de Lorraine. Un rempart entoure la cité que Louis XIII fait démanteler. L'occupation préhistorique puis gallo-romaine s'est faite sur la colline Sainte-Croix. Les rois mérovingiens d'Austrasie font de Metz leur capitale jusqu'en 751. Mais c'est ensuite l'évêque de Metz qui prend une place majeure grâce aux privilèges accordés. Notamment en 775, l'Église bénéficie du privilège d'immunité, c'est-à-dire les biens et territoires de l'évêque sont soustraits à l'action des juges royaux et aucun impôt n'est à payer. Les lieux de culte se multiplient. L'évêque a les pouvoirs d'un comte. Les comtes de Metz sont présents, mais sans pouvoir. Toutefois, ce sont les comtes de Metz qui fournissent les ducs qui vont diriger le duché de Lorraine. Metz et ses territoires sont intégrés au Saint-Empire tout en étant indépendants. La ville prospère. Les XIIIe et XIVe siècles sont les plus prospères de l'histoire de la ville de Metz. La bourgeoisie s'enrichit et veut bénéficier de plus de pouvoir. Elle profite de l'affaiblissement de l'évêque durant la querelle des investitures entre la papauté et l'empereur du Saint-Empire pour accroître son rôle et, en finale, écarter l'évêque lors de la guerre des Amis. L'indépendance des bourgeois est reconnue en 1234. Une république oligarchique fonctionne durant 3 siècles.
vieilles familles, entourées de leurs amis, mènent les affaires de la ville. Les grands de la ville s'organisent essentiellement par quartier. On les appelle les parèches. Les maisons des aristocrates sont riches, la ville est prospère. C'est la principale raison pour laquelle Metz suscite la convoitise de son principal voisin, le duc de Lorraine. Metz subira 4 sièges. Jusqu'au Xe siècle, il n'y a rien sur Nancy. Quand Gérard d'Alsace, second duc de Lorraine, est séduit par les vastes étendues de chasse de la forêt de Haye, il y construit un château. Une petite cité est fondée autour de ce château. Nancy vient de naître. On est en 1050. Ouah, c'est bientôt la fête pour le millénaire. La cité se développe autour de remparts. C'est la vieille ville. L'histoire de Nancy est directement liée à l'histoire de la famille des ducs qui ont fait de la cité la capitale du duché. Les premiers ducs de Lorraine issus de la lignée des comtes de Metz veulent s'affranchir de l'influence des très puissants évêques de Metz et développent ainsi la cité. L'histoire de Nancy est également marquée par des victoires, notamment l'éclatante victoire du duc René II en 1477 contre le bourguignon Charles le Téméraire qui était en train de conquérir tout le duché. L'histoire est également marquée par la sauvegarde du duché et de la lignée, grâce au mariage avec le duc de Bar et grâce au mariage avec des comtes de Vaudémont. Ces derniers sont issus de la même lignée et contestent à plusieurs reprises la succession quand l'héritière est une femme. Lors des premiers siècles du Moyen Âge, les armes restent proches de ce qu'elles étaient à l'Antiquité, mais le développement de la chevalerie, la multiplication des châteaux forts et les luttes fréquentes entre seigneurs voisins vont conduire à la création d'armes de plus en plus meurtrières.